Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une queen du R&B, une des femmes qui a connu le plus grand succès ici en France. Elle représente l'ADN, l'incarnation de ce qu'est le R&B. Un peu plus tard, le zouk aussi. Elle a connu un succès vertigineux avec son tube Homme-Femme, en duo avec Didi. Et pour sa participation au 10 l'heure de zouk avec le tube Marival. Toujours au top, numéro 1, 2 ou 3. Elle enchaîne les duos avec les plus grandes célébrités françaises du hip-hop. Lord City, Kalash, Lady Leslie, Admiralty. Bref, la liste est trop longue. Le featuring Lova Girl avec Lord City, encore un succès. Je continue, Arsenic, Don Shoah, Sweetie, Jacob Desvarieux, la bande originale du film Taxi. Passy la prend sous son aile. Avec elle, on va parler de cette sensation unique et vertigineuse qu'est le succès, la notoriété, le top numéro 1 pendant des mois. Comment ça a démarré ? Qu'est-ce qu'on en fait de ce succès ? C'est une artiste, une chanteuse, ultra sensible et inspirée, créative, qui ne cesse jamais d'écrire, de chanter, de produire. Une esthète, non seulement par sa grande beauté, mais par le goût de l'image. Une femme fatale, artiste, exigeante qui évolue depuis des années dans le milieu R&B, hip-hop, le Caribbean Zouk, et qui est devenue une grande célébrité en Afrique. Usher, Craig David, Colonel Rayel, la compagnie créole, bref, c'est trop. On va tout savoir sur l'industrie de la musique et de la production pour tous ceux qui rêvent de devenir chanteurs. Voici un coaching inédit avec l'une des plus belles femmes en France, mon amie que j'aime le plus, l'artiste Lincha. Bonjour Lincha. Bonjour. On sent qu'il y a de l'amour dans tout ça. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2024 ? Écoute, celle que je veux être évolue en permanence. Donc, tu sais, il y a toujours des steps. Donc, on ne s'arrête jamais de rêver. Donc, on n'arrive jamais à la fin de ce que l'on veut être. Donc, on va continuer à rêver. Mais j'ai déjà réalisé beaucoup de rêves. Après tant d'années. Alors, on va parler de ton enfance. Quel genre d'enfance as-tu ? Alors déjà, où est-ce que tu as grandi ? Alors, je suis née dans le 93, à Bondy, mais je vivais donc, j'ai fait Sevran, Aulnay, Tremblay, Villepinte, 93 quoi, vraiment. Et donc, j'ai d'abord grandi dans une cité pavillonnaire. Par la suite, mes parents ont divorcé. On est parti en cité tout court. Et voilà, quoi, je grandis en banlieue et avec une éducation religieuse assez stricte, adventiste. Donc, c'est un petit mix, on va dire, il y a le Christ et il y a le sabbat. Et il y a donc le temple, donc le Shabbat, donc le temple, et on fait le sabbat du vendredi soir au samedi soir, coucher du soleil, et on a la Bible. Voilà, en gros. Mais forcément, grâce à ces valeurs, tu sais, et ces principes inculqués, ça nous drive assez bien. Mais surtout, ça nous emmène sur les bancs de l'église où mon père est directeur de chorale et où on chante tous les samedis de notre vie, tu vois. Donc, ça apprend à chanter. Et ça, sans le savoir, tu apprends ton métier, tout simplement. Et là, tu commences à chanter. Mais d'une façon très, très, très naturelle, sans se poser de questions, savoir si tu as une voix, tu n'as pas une voix, si tu sais faire, si tu sais pas faire, tu fais. Là, tu as 7 ans, c'est ça ? Depuis toujours, donc même avant 7 ans. Mais pourquoi 7 ans, c'est une date qui revient ? C'est qu'il y a une église qui était dans le 13e, à peu près 1000 membres, et tu te retrouves à chanter avec des grands, mais toi, tu fais le lead. Et là, je pense que c'est le petit déclic, on se dit, mais elle n'a pas peur. Mais bon, à cet âge-là, tu n'as peur de rien, en fait. Et bon, c'est une date qui revient, les 7 ans, mais il y a eu plein d'autres choses. Mais bon. Donc, une fille du 93. Totalement. D'origine martiniquaise. Donc, pourquoi je dis d'origine ? Parce que les gens ne savent pas la différence. Donc, mon père et ma mère sont nés en Martinique. Et moi, je suis d'origine parce que je suis née
en France métropolitaine, mais je vais très, très, très souvent pendant toute mon enfance, très, très, très souvent en Martinique. Donc, tu vois, la grand-mère, les grands-mères, j'avais déjà les deux. J'ai eu les deux pendant très longtemps. Donc, les grands-mères, les grands-pères, les cousins, les cousines, la plage, la culture, la nourriture. Je suis une grande gourmande, on le sait. Et tout ça, t'es ancré dans tes racines, quoi, même si t'es pas né là-bas. T'as des frères et sœurs? Une grande sœur, un petit frère, un petit grand frère, comme j'aime l'appeler, parce qu'il est plus grand que moi, de taille. Et puis, je partage ma passion de la musique avec mon frère. Donc ça, c'est top. Hormis le fait qu'on soit très, très liés, mon frère, ma sœur et moi. Avec mon frère, en plus, carrément, on partage la musique. Il a fait des sons pour moi, il a chanté avec moi sur scène, sur les albums. Enfin, il s'appelle Jiwil. C'est une tuerie. Donc en fait, tu grandis dans le 93. On entend que du pavillon, tu passes à la cité dans le moment de la séparation de tes parents. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là? C'est une question qu'on m'a jamais posée, tiens. C'est marrant. Je sais même plus si j'étais triste ou pas. Tu sais, à cette époque-là, déjà, les parents séparés, c'était plutôt fréquent. Mais c'est vrai que lorsque tu es soi-disant, enfin pas soi-disant, mais dans une religion, c'est assez structuré, les gens ne divorcent pas. Tu vois, donc tu t'imagines pas tes parents qui vont divorcer, en fait. Ça change beaucoup de choses parce que ça change le fait que tu vois pas tes parents aussi. Enfin, moi, pour le coup, au début, j'étais avec ma mère, donc tu vois pas aussi souvent ton père. Donc c'est bizarre. Moi, je me rappelle que j'ai fait le choix d'aller avec ma mère, surtout parce qu'il y avait mon petit frère et je voulais pas le laisser tout seul. Mais On t'a c'était donné le compliqué. choix? Oui, à cet âge-là, tu as le choix. Et c'est horrible. C'est un T'as quel choix, mais âge? horrible. Je devais être en 5e, je crois. Donc, tu as quoi? Tu as 12 ans, 11, 12 ans. Et le choix, il est horrible parce que tu sais qu'il y a un de tes parents qui va souffrir de ton choix. Il est horrible, ce choix. Et trop culpabilisant pour un enfant de cet âge-là. Et je sais que j'ai brisé le cœur de mon père lorsque j'ai fait ce choix-là, mais je ne pouvais pas laisser mon petit frère tout seul puisqu'il était trop petit. C'est comme ça que souvent on développe le conflit de loyauté. Mm. Et à ce moment-là, tu rêves de quoi? Je rêve d'évasion, mais j'ai pas un rêve précis. Tu sais, tu es petite hein, à cet âge-là, mais tu te sens incomprise. Et je me rappelle qu'à cet âge-là, alors j'habitais en cité, à Aulnay-au-Gros-Saulx, dans une tour de, je sais pas, 13, 16 étages, je devais être au 11e, 12e. Et ce qui était marrant, c'est que de ma chambre, je voyais la tour Eiffel. J'étais dans le 93, mais de ma chambre, je voyais la tour Eiffel. Bah, je rêvais de Paris, je rêvais de musique, déjà pas en tant que chanteuse, mais j'aimais la musique parce que c'était un tel réconfort. Plus tard, en fait, j'explique souvent, après on peut dire que c'est une phrase un peu bateau, mais plus tard, j'explique que la musique a été vraiment ma meilleure amie. Parce qu'à cette époque-là, bon, ma sœur et moi, on avait un trop grand écart d'âge, on ne se comprenait pas forcément. La musique a été un vrai réconfort. Alors à cet âge-là, j'écoute des musiques Ophélie Winter. Je l'avoue, je l'assume, mais j'aime trop. Vanessa Paradis surtout. J'étais une grande fan de Vanessa Paradis. Parce qu'en fait, je trouvais qu'à cette époque-là, Vanessa Paradis, jeune fille, tout ça, était assez incomprise. On l'aimait pas. Je sais pas si tu te rappelles en télé. On l'aimait pas. Et en même temps, on l'adulait. Voilà. Et je sais pas pourquoi la meuf, je me prenais un peu pour, ouais, on m'aime pas, mais on m'aime. J'ai rien fait du tout. Hein. Mais tu sais, t'as envie d'être un personnage, t'as envie d'être quelqu'un. Et je sais pas, j'avais l'impression de la comprendre, d'être proche d'elle. Et sa musique me faisait beaucoup de bien. Et puis, je suis partie un été, j'avais 13 ans, je crois, en Martinique. Donc, cette fois-ci, pas avec mon père et ma mère, juste avec ma mère, puisque mes parents étaient déjà divorcés. Et j'ai un cousin qui me passe une cassette. Parce que c'était à l'époque des cassettes. Et c'est là ma vraie rencontre avec la musique caribéenne. Parce que j'entendais ce qui se passait en télé comme tout le monde, donc Kassav, parce que même en France, tu vois, tu entendais du Kassav, un peu de, comment elle s'appelle, Tania Samal. Tu entendais aussi Skool Machine. Mais voilà, culturellement, je ne connaissais pas plus que ça. Pour le coup, parce que dans la religion adventiste, tu n'es pas censé écouter de la musique du monde. Okay. Tu vois, donc pour le coup, beaucoup de gospel, négro-spirituel. Et c'est ce qui a fait que j'ai appris à chanter. Parce que le gospel est vraiment très préparateur, on va dire ça comme ça, mais très efficace pour apprendre les harmonies. Et c'est là que j'ai la chance d'avoir une cassette d'un artiste qui s'appelle Jean-Michel Rotin. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il mélange la musique caribéenne et la musique quinri. Donc ce R&B, cette New Jack, cette soul. Et là, ça me parle totalement. Parce qu'il y a les deux codes pour moi. Le code de la parisienne banlieusarde que je suis, tu vois, avec des sonorités que je connais qui passent en télé, plus le côté chez moi caribéen. Et ça me parle. Et je tombe amoureuse vocalement de ce gars. Et musicalement, voilà.
On va revenir à ton enfance et à cette éducation religieuse. Donc, c'est maman, papa qui ont la foi, qui vont dans cette église. Et toi, cette foi, elle t'est imposée, elle t'inspire. Comment tu la vis? Au départ, pour moi, elle ne m'est même pas imposée parce que quand tu nais directement et que tu es baigné dedans, pour toi, tout ce qu'on te dit, c'est vrai, c'est naturel et tu ne te poses pas de questions. Et je me rends compte, tu vois, que je me suis carrément baptisée. Parce que dans cette foi et dans cette église, tu choisis, toi, de te baptiser. C'est ton choix. Et alors, je ne sais pas si c'est parce que mes amis l'avaient fait, parce que, je ne sais même pas, mais je me suis baptisée. Mon père était tellement content. Oh, je me rappelle. Que je me baptise, il m'a fait toute une fête pour lui, c'était waouh. Tu sais, mon père était très, 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 très croyant, pour le coup. Et je crois en Dieu, c'est clair. Et je sais que lorsque je vais mal, cette foi m'aide énormément. Tu peux te raccrocher à cette foi, tu vois. Mais par la suite, je me suis sentie trop enfermée dans cette religion. Parce qu'il y a beaucoup, comme dans toutes les religions, il y a beaucoup d'interdits. Et quand tu es une jeune fille, après que tu deviens une jeune femme, oh, tu as envie de vivre, tu as envie de liberté, tu as envie d'expérience. Et là, ça collait plus avec la religion. Ça collait avec la foi, mais pas avec la religion. Et quand tu chantes, tu dénotes dans cette église. C'est vrai que... Tu chantes avec des adultes et c'est là où tu découvres ta voix. Alors, c'est vrai que dans l'église, lorsque je chante, bien évidemment, là, je suis en droit de chanter, on apprécie ce que je fais puisque tu chantes pour Dieu. Et mon premier groupe se forme à cet âge-là, à 14-15 ans, avec ma meilleure amie Mickaël, qui est toujours ma meilleure amie jusqu'à maintenant, et avec une autre amie, on s'appelait Endlessly, donc amour sans fin, donc notre amitié sans fin, notre amour de la musique sans fin, et notre amitié sans fin qui a pris fin. Mais c'est vrai qu'avec ce groupe-là, on reprend tous les classiques religieux et on les modernise, tu vois. On se prend, attention, pour les TLC de l'église. Donc le truc qui n'a rien à voir, tu vois. Mais comme on est 3... Ok. Ça veut dire qu'à 14 ans, déjà là, ok, tu as compris et découvert ton talent, tu as trouvé ton style. Et avec 2 copines, vous vous rencontrez, vous vous entraînez. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Internet existe ou pas? Pas vraiment, non. Ah, tu vois, putain, comme dirait mon fils, à l'époque, tel un fossile. Non, écoute, non, je crois pas qu'il y avait trop... Non, il y avait pas. Je crois pas, non, il y avait pas. Et non, mais pour le coup, non, on est en mode CD, on est en mode cassette, il y a un titre qui passe, faut l'enregistrer. Non, il y avait pas Internet, pas du tout. Mais pour le coup, nous, tous les samedis, on est à l'église, on répète. Tous les après-midi. On chante souvent à l'église, on est repérés, donc on chante dans d'autres églises. Vous êtes repérés. On chante dans des concerts, carrément. Et puis, on chante pour les mariages. On nous appelle pour les mariages. On nous appelle pour la fête de la musique. Donc là, ça commence à se professionnaliser, même avant elle. Tu sais, on m'appelle pour faire des chœurs mais des chœurs religieux le plus souvent. A cappella. Voilà, le plus souvent c'est a cappella, mais des fois c'est sur des CD où il y a de la musique. Mais c'est là que je me rends compte que, ça se professionnalise. Là, tu as 14-15 ans. 14-15 ans. Et vous commencez à gagner votre vie. Non, pas gagner notre vie, mais tu vois, quand on chante pour un mariage, on est payé. On est toute contente. Waouh, tu fais ce que t'aimes, on donne de l'argent. C'est un truc de dingue quand même. Et je me dis pas dans un côté de ma tête que je vais être chanteuse, mais par contre, naturellement, je le fais. Je suis appelée, tac, tac. Là, des petites monnaies rentrent comme ça. Mais ça se professionnalise, le fait d'aller en studio, savoir chanter en studio, Et alors, raconte-moi, qui sont tes inspirations? Là, tu disais, on s'est pris pour les TLC. Ouais. Écoute, en ce temps-là, ma chanteuse préférée, vraiment, donc autant je t'avais dit que j'adorais Vanessa Paradis, c'était pas pour sa voix, c'était le personnage. C'est pas mon style de voix en vrai, mais pour le coup, il y a beaucoup d'émotions. Mais quand on parle de vocal, moi en plus qui chantais à l'église, donc le vocal, je sais ce que c'est. Là, c'est Brandy. Brandy, c'est un truc de dingue. Vocalement, j'adore, elle fait des harmonies partout, des vibes partout. Ça me parle, ça me touche, ça m'émeut. Voilà, c'est vraiment ma chanteuse. Et donc là, à ce moment-là, tu découvres ton talent, tu en as conscience, tu sens que tu as ce pouvoir, parce que moi j'aime bien ce pouvoir, le mot pouvoir, de cette vocalise, parce que tu es une vraie chanteuse. Pas forcément, parce que d'où je viens, tout le monde chante. Donc t'es pas plus que quelqu'un d'autre. D'où je viens, tout le monde chante. Et moi, je peux te dire que dans ma famille, il y a de très grands chanteurs et des meilleurs. Je te parle de technique. Par exemple, juste mon frère. Mon frère, il m'éclate. Je veux dire, quand tu te dis, si c'est juste la voix qui doit faire ton succès, ta notoriété, je suis loin derrière tout le monde. Mais la musique, c'est beaucoup plus que la voix. C'est tout, c'est le choix des titres, l'émotion que tu vas dégager, les textes, l'image. Mais c'est vrai que, non, je me dis pas plus que ça que je suis plus chanteuse, puisque tout le monde chante et je suis pas la meilleure. Et là, tu continues les études, tu es une jeune fille? Alors, les études, non, parce que pour moi, je suis à l'école, donc pour moi, c'est pas encore les études.
En fait, il y a un drama, c'est que, bon, avec ma mère, c'est compliqué. Je pars avec mon père. Tu sais, tu deviens jeune femme, tu vois, voilà. Tu connais entre les mamans, des fois, et les jeunes femmes, à un moment donné, ça croche un petit peu, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais un fils. Et donc, je pars vivre chez mon père, mais il se passe un truc de... Voilà, mon père, il retrouve une femme. Il est fou amoureux et ça passe pas avec sa femme. Ça passe pas du tout. Ça passe pas à tel point que... Bon, il y a eu de petits trucs, hein, bien évidemment, mais à tel point que il me dit, il va falloir changer des choses, sinon tu vas devoir partir. Et le simple fait, peut-être qu'il ne le pensait même pas, mais qu'il envisage, et c'était à l'écrit, que je doive partir, eh ben, je crois 2 jours après, je n'étais plus là. C'est le choc, je n'étais plus là. Et, mais bon, il s'est passé plein de choses. Attention, on en parle maintenant. Et avec tellement de recul, je suis maman moi-même, tellement de choses, mon père est décédé, enfin, tellement de choses sont passées. Et c'était pas facile. Parce que moi, je me rappelle, en ce temps-là, j'en ai tellement voulu. On est resté pendant longtemps. Putain, je vais pleurer ça. Bref, pendant longtemps, on ne s'est pas parlé et tout. Mais On comprend qu'avant d'être parents, on reste toujours les enfants de nos propres parents et que ouais, c'est et très puis tu compliqué comprends pas les choix à cet âge-là, mais il a fallu mûrir, être maman moi-même, pour me rendre compte la vie, c'est tellement dur, quoi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu pars de chez toi en te disant, OK, c'est le moment, il y a urgence, il faut que je gagne ma vie. Alors, même avant ça, tu vois, j'avais eu un petit souci avec un ex, hein, qui fait que je me suis retrouvée renvoyée de mon école, mais bon, bref, l'histoire est trop compliquée, mais en gros, il est venu me défendre parce que quelqu'un m'avait frappé, ça s'est transformé en bagarre générale. Bref, il a fallu que je parte de ce lycée. Tu C'était à étais Bobigny. déjà une diva, hein, Lincha. Pourquoi? Parce tout de que oui, suite parce que tu es d'une grande beauté et je sais que Wow. tu en as même marre. Merci, parce que je sais pas me pourquoi souviens elle me- souvent, mais parce que c'est la vérité, souvent, je me souviens de Trop belle pour toi de Blier. Est-ce que vous connaissez ce film? Et Carole Bouquet, il y a une scène où elle dit c'est très difficile d'être belle. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce film? Et finalement, le beauty privilège est intéressant, mais c'est parfois compliqué à Bah, par contre, porter. je me considère pas comme trop belle, sache-le. C'est vrai que c'est plaisant d'entendre dire que, bah, surtout quand tu doutes, mais bon, attends, la beauté, il y en a partout et 1000 fois mieux, puis c'est tellement subjectif aussi. Mais en tout cas... Pour en revenir à cette bagarre générale d'un garçon. Non, mais c'est juste quelqu'un de très impoli qui avait aucune éducation. Et je suis quelqu'un, par contre, je voulais pas me laisser faire et il m'a dérespecté. Je lui ai dit, et, bref, c'est parti en vrille. Mon copain est venu je n'avais rien demandé, mais il est venu. Ça a fait une bagarre générale. Bon, bref, enfin, c'était vraiment un gros n'importe quoi. Ce qui fait que je me suis retrouvée sans école. Ben, ça aussi, ça a saoulé mon père aussi, le pauvre. Ça l'a saoulé, me voir renvoyer par rapport à un mec. Enfin, bref. Et voilà. Et en fait, au moment où j'ai voulu rechercher donc un autre lycée, j'étais en terminale. Ça se passait plutôt bien, j'avais des points d'avance grâce à mon bac de français. Et à ce moment-là, déjà, je me suis rendu compte que les adultes mentent, parce que j'ai un problème avec mon professeur principal. C'est dur de se dire qu'un adulte peut mentir. T'as l'impression que non, les adultes, ils disent la vérité. On Donc, entend une beaucoup perte de de confiance. déceptions. Tu te rends compte de ce Ouais. que tu racontes? Il y a beaucoup de déceptions en tant qu'enfant, Ouais. en tant que femme. Et ce mensonge, moi je dis toujours que tu es une âme pure, parce que je te suis depuis de nombreuses années et je suis absolument bouleversée et touchée par ta créativité et ton talent et cette ultra-sensibilité qui est propre à tous les artistes. Il faut s'armer. Et c'est pour ça que je voulais absolument te recevoir. C'est-à-dire que comment une ultra-sensible réussit à rentrer dans l'industrie cruelle de la musique, on en parlera. À ce moment-là, où en terminale, tu cherches un autre lycée. Je ne trouve pas, parce que là où j'habite avec mon père, donc qui est dans le 16e limite Boulogne, les collèges, enfin les lycées, il y a forcément école le samedi. Il fallait que je trouve un lycée qui n'a pas école le samedi, puisque je suis le sabbat avec mon père. Le sabbat, ça rappelle un peu le Shabbat. Non, mais c'est ça, c'est vendredi soir jusqu'au samedi soir, coucher Okay, du soleil. mais c'est catholique. Et non, c'est pas catholique. Comme je te l'expliquais, la religion adventiste, si tu veux, elle prend le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, les deux de la Bible. D'accord. Ce qui fait que quand tu prends les deux, bah, tu es censé aller au temple le samedi. Enfin, ouais, le samedi. Bref, ça c'est une autre histoire. Et pour le coup, mon père, il me dit, écoute, tu trouveras une école qui n'a pas cours le samedi grâce à ta foi. Et c'est mon épreuve de foi. Et on a cherché plein d'écoles. Non, à part s'il fallait me mettre dans le privé, tu vois. Mon père n'avait pas les moyens de me mettre dans le privé. Donc, je me suis retrouvée à devoir travailler pour reprendre l'école l'année d'après. Voilà. Puisque, voilà. Et ça aussi, j'en ai voulu à mon père. Il ne m'inscrivait pas dans des écoles à cause du fait qu'il y ait cours le samedi. Et ça, j'en ai voulu. J'ai raté mon année de terminale.
J'avais des points d'avance en plus par rapport à mon bac de français. Et j'ai pas passé mon bac parce que, comme aucune école ne voulait me recevoir si je ratais l'école le samedi, et mon père m'a dit, c'est ta... comment il appelle ça? C'est ton épreuve de foi. J'en ai voulu. De dingue. Bon, bref. Et pour le quoi comme coup, job quel job que tu veux faire quand tu as 17 ans et demi et que tu as McDo. Hmm. Mais en vrai, McDo. Ça a changé toute ma vie pour le coup. Alors, Mais vraiment c'est toute ça ma vie. qui C'est m'intéresse. le déclic. Petite question, à ce moment-là, tu t'envisages, tu rêves, tu penses que tu peux devenir celle que tu vas devenir, la chanteuse? Mais en fait, si tu veux, c'était pas mon rêve d'être chanteuse. Donc, j'envisage rien du tout à ce niveau-là. Je sais que je chante et comme tout le monde dans toute ma famille, mais pour moi, ce sera pas mon métier. Moi, je veux devenir agent publicitaire. Ok. J'adore Madame et Servie, j'adore Madame Bauer et je veux devenir agent publicitaire. Ok. Je parle, j'ai la tchatch. Pour moi, je suis commerciale, c'est tout. Ok. Donc, c'est ça mon rêve. D'accord. Si j'ai un rêve à ce moment-là, c'est celui-là. Donc, tu avais envie de faire des études Bah oui. pour arriver à Bah, ça. Totalement, tu vois. Donc, tu sais, la déception, mais tu dis que tu vas reprendre. Voilà, que le McDo, c'est juste une petite étape, tu vas reprendre. Mais à part qu'il y a ce truc où mon père est mal à la rue. Donc, le McDo, carrément, ça devient mon gagne-pain. C'est pas juste un petit peu d'argent pour, comment dirais-je, et avoir une occupation avant de reprendre les études. Ça devient mon gagne-pain. Mon job à plein temps. Mon job à plein temps, tu vois. Et je me retrouve, comme je te dis, à la rue. Donc, voilà, c'est le McDo. Des fois, tu n'as même pas 10 francs, puisque c'était des francs. C'était des francs. Quand tu te rends compte que tu n'as même pas 10 francs. Mais heureusement, tu dis, heureusement, tu travailles au McDo, tu peux reprendre de la nourriture du McDo pour manger. Tu vois, ça, c'est à ce point-là. Alors que, comme je te disais, même si mes parents, voilà, quoi, c'est pas non plus, t'es pas aisé, mais j'ai jamais su ce que c'est que de pas avoir d'argent. Tu vois, de pas t'habiller comme tu veux, de pas ceci, pas cela. Mais c'est bien, ça te forge. C'est clair. Ça te forge et c'est ce que tu dis quand, en fait, tu n'as pas le choix, tu te bats, quoi. En fait, par contre, pour le coup, je me posais même pas de questions, tu fais. Mais pourquoi tu parles de déclic alors? Le déclic, pourquoi je parle du McDo? Parce qu'en fait, il fallait que je passe par là. Il fallait qu'il y ait tout ça. Sinon, je serais pas Lincha, en fait. Donc, mais il faut du recul pour s'en rendre compte. Mais parce qu'au McDo, je rencontre le Jean-Michel Rotin que j'adore, dont je suis totalement fan, dont sa musique m'a aidée pendant le divorce de mes parents, tu vois, sa musique, elle m'a aidée, quoi, soulagée, elle m'a pensée. Je sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Je l'entends et je le comprends très bien. Et là, bien. la personne, tu la vois devant toi. Bon, t'arrives plus à parler au McDo. Quoi, il est venu au McDo? Ouais, il avait une répétition à côté, donc il passe au McDo. Je deviens folle. En plus, tout le monde au taf sait que je l'adore. Tout le monde sait que je chante, que je l'adore. Enfin, c'est trop marrant, le truc. Et peu de temps après, il y a un autre mec qui passe... bomberse jaune, lunettes de soleil alors qu'on n'est pas en été. Enfin, lui aussi, c'est un artiste obligé. Et il vient à ma caisse, c'est à ma caisse qui vient. Donc plus tard, on saura que c'est Keisha. Et je lui dis, mais t'es un artiste ou quoi? Je vois que des artistes aujourd'hui, je comprends pas. Et de là, il me dit, ouais, je suis bien avec Jean-Michel Rotin. Je travaille avec Jean-Michel Rotin. Je dis, non, c'est vrai. Et là, par contre, j'ose vraiment lui parler à lui. Je fais, j'aime trop Jean-Michel Rotin, je peux pas venir en répétition, s'il te plaît. Nanana. Et lui me dit oui. Il me donne son numéro de téléphone. On avait les Motorola et autres. Et donc, il me donne son numéro. Je vais en répétition. Bon, Jean-Michel Rotin, comme d'hab, en retard. Donc, je ne le vois pas, puisque je vois entre deux pauses. Mais de là, Keisha, ça devient mon super méga pote. Je lui dis que je chante. Mais il ne m'a jamais entendu chanter, mais je lui dis que je chante. On se voit souvent. Et une fois, il a un studio, parce que lui faisait de la musique. Et il a besoin d'une choriste. Et il m'appelle. Mais il ne m'a jamais entendu chanter. Je lui ai dit que je chante. Je lui ai dit que j'ai un groupe, mais il ne sait pas. Et là, The Studio à la Muette, c'est vraiment un studio très réputé à Paris, donc il est dans le 16e. Et une production en plus pour Sony Music. Donc tu fais pas venir n'importe qui. Et le mec, il a confiance. Il m'a jamais entendu chanter. Et là, en studio, il me dit, bon, le refrain, c'est ça. Et j'ai dit, ok. Et je vais en cabine, je fais donc ce qu'on appelle la fondamentale, la première voix que tu fais. Et après, je fais toutes mes harmonies. Il a rien besoin de me dire. Il me dit, c'est quoi cette meuf? Et voilà. Parce qu'en ce temps-là, les gens qui faisaient toutes les harmonies, c'était pas spécialement connu. Maintenant, tout le monde le fait, tu vois. Mais c'est là que tout a commencé. Comment tu l'expliques? Ça devait se passer comme ça, c'était ma destinée. Ça devait se passer comme ça. Mais tu sais, il faut avancer dans ton cheminement pour te rendre compte qu'il fallait que ça se passe comme ça. Sur le coup, c'était super dur. Ça semble tout de même improbable. Il était où ce McDo déjà? Boulogne. À Boulogne. À Boulogne. Ça semble quand même relativement improbable. T'as vu ça? Que des artistes se pointent parce qu'il y au avait, McDo il y avait et à ta caisse. Il y avait un truc un peu plus loin, un lieu qui s'appelait le Bébé Anti, sur les quais. Et donc, il y avait beaucoup de concerts sur cette péniche-là. Donc, en ce temps-là, il n'y avait pas des McDo partout, des KFC partout, tout ce que tu veux partout, tu sais. En ce temps-là, ça fait longtemps quand même. Hein. Je te parle de ça, ça date de quoi, 95? 95. Tu sais ce que j'aime à travers ces interviews? Il y a quelque chose qui revient toujours. Toujours. Ce à quoi on pensait, ce à quoi on rêvait,
on le provoque et on provoque la rencontre. Que ça soit Stéphane Joffre qui nous raconte qu'il rêvait de Jean-Luc Azoulay parce que lui, ce qu'il aimait, c'était Hélène et les garçons. Son stage, il le décroche par hasard chez lui. La vie est magique. Qu'on ait la foi ou pas, attention à vos pensées parce qu'elles se réalisent. C'est vrai. Tu rêves de cet artiste, tu te retrouves au McDo. Truc improbable. Non, mais improbable. Et quand je le raconte à mes 2 meilleurs amis qui sont fans aussi de lui, mais que au McDo. Et après, quelques mois à peine après, je vais travailler avec lui. Tu sais, mais le truc, mais totalement, c'est... Non, c'est pour ça que comme tout le monde, on se barre, on se fight. C'est ça la vie, de toute façon, c'est que ça. Mais il y a une super belle étoile au-dessus de ma tête, il y a eu beaucoup de chance, tu vois. Beaucoup de chance. Et ça, je le sais. Du travail, mais beaucoup de chance. Du travail et cette chance qui se provoque. Alors attends, du coup, t'es jamais retournée à l'école? Oui et non, parce que par contre, ça c'était c'était, parce que ça l'est plus. J'étais gênée de ça. Pas avoir passé mon bac, pas avoir fait d'études. Parce que tu évolues dans un monde où le simple fait Keïcha, il avait fait des études, tout ça. Et c'était chiant d'avoir ce truc où on va dire, ouais, c'est peut-être ta plastique qui te fait arriver là, ou peut-être, tu vois, t'as rien dans la cervelle. Donc, là, moi, je pense que j'en ai dans la tête, mais des fois, on a besoin de ce truc, ton bac, ton bac plus, et pareil, je savais pas parler mais anglais, parce que bref, ça, c'était vraiment des trucs, tu sais, quand, voilà, t'es en interview, des études, ou peut-être, et ça saoule, tu sais, le truc stéréotype un peu style, soi-disant, tu viens de tel endroit, t'as pas fait d'études, tu fais de la musique, comme si c'est, voilà, non. Chose qui en 2024 n'existe plus du tout. Plus du tout, mais j'avais envie de dire, je suis pas bête, tu vois, mais bon, donc je suis retournée à un moment donné. J'ai fait ce qu'on appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, en alternance, je sais pas quoi. Mais le problème qui se passe, c'est que j'avais déjà mon loyer à payer, plein de choses à payer, et en alternance, tu ne gagnes pas assez. Donc, j'ai essayé pendant peut-être 4-5 mois, mais je ne gagnais pas assez d'argent. Je travaillais chez Zara sur les Champs-Élysées en alternance, et j'ai dû arrêter pour pouvoir avoir une paye normale, puisque j'avais déjà mon loyer à payer depuis bien longtemps. Et toujours là, est-ce que tu rêves toujours pas de ce métier? Tu sais toujours pas que tu vas en faire carrière? Alors si. Alors là, par contre, on n'est pas ça autre chose. Je commence à faire des chœurs par-ci, par-là. On m'appelle, on aime bien ces petites touches, justement parce que j'ai ce côté gospel harmonie. Mais je suis quand même antillaise, donc j'ai ce côté aussi caribéen. Donc ça fait un mélange gospel caribéen, R&B, on connaît pas trop. Donc on aime ça. Donc on m'appelle. Donc je fais des petits boulots. Donc bien évidemment, j'arrête le McDo. Je fais des boulots un peu plus, voilà. Mais bon, qui me plaisent toujours pas. Tu sais, tu fais, comment ça s'appelle le truc au téléphone? T'appelles, nanana, standardiste. Non, pas standardiste. Commercial. Ouais, mais commercial, mais relou, quoi. Oui, vous avez pas fait ça, par exemple, pour ton téléphone ou je sais pas quoi, des trucs. Okay. Je vends des trucs de management, des métiers quand même où j'arrive à m'absenter assez souvent. Parce que pour le coup, j'ai besoin de m'absenter, tu vois. Et je me rappelle le dernier boulot que j'ai fait, puisque j'ai arrêté tout, je crois, à 20 ans. Donc ça n'a même pas duré longtemps. Hein. J'ai travaillé peut-être pendant 2 ans et demi, pas plus. Et je travaillais dans un truc de téléphonie. Et le mec, je commençais déjà à passer à la télé. Parce que j'avais fait le titre avec Passy. Et c'était marrant, on me voyait à la télé et tout. Et je disais à mon manager, s'il te plaît, là, je dois partir, j'ai un concert, là, je dois partir, je dois faire ceci. Et il avait été super conciliant. Et là, à ce moment-là, je savais que dès que j'allais pouvoir payer tout ce qu'il faut payer, toutes mes charges, j'allais arrêter d'avoir un métier à côté. Tu viens de nous glisser, j'avais déjà fait mon duo avec Passy. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Moi, ce que j'ai noté, c'est qu'en 97, tu intègres le groupe Baby Norton. Ah ouais, j'avais oui, en fait, c'était un des premiers. J'avais oublié, elle a juste fait la première partie de Cher. Ouais, mais tu sais, j'ai fait tellement de choses. J'oublie beaucoup de choses. Et c'est vraiment pas un manque de reconnaissance ou que ça n'a pas compté pour moi. C'est que, bon, déjà, je les ai en mémoire. Tous ceux qui me connaissent le savent. Et j'ai fait beaucoup de choses en très peu de temps. Mais là, tu m'en parles, bien évidemment, toutes les sensations reviennent carrément, tu vois. C'est trop marrant. Donc, je rentre dans ce groupe parce que leur chanteuse principale était partie. Keïcha qui me met sur plan. Donc, Keïcha a beaucoup compté dans ma vie musicale. Hein. C'est important que je le dise parce que des fois, j'oublie de le dire. Et alors que je suis tellement reconnaissante. Mais vraiment. C'est la rencontre. Et c'est la rencontre qui a tout changé. Donc, je travaille de mon côté. Je veux dire, j'ai mes bases. C'est pas, il n'a pas fait tout pour moi, je veux dire. Mais il a ouvert beaucoup de portes parce qu'il a cru en moi, tu vois. Et donc, en tout cas, bref, je fais cette première partie de Usher, quoi. Mais il n'était pas encore bien connu, hein. Il faisait... On connaissait seulement ce titre-là de lui, mais on se retrouve au Divan du Monde à faire sa première partie. Donc après, ça a plus de poids quand tu le dis, vu l'artiste que c'est. Et j'ai noté Lord Co-City, le tube. Mais est-ce qu'on a bien travaillé? Lova Girl, c'est 2001, avant
Hommes et femmes? Oui, longtemps avant. Ok. Donc, je pense même pas que ce soit 2001, ça doit même être avant 2001. Ok. Alors, Lova Girl, la petite histoire, on m'appelle pour cette compilation qui s'appelle Du haut du soleil, où je suis choriste. Je dois Ok. faire les chœurs d'un titre. Une instrumentale existe, mais je dois faire les chœurs sur un titre et c'est Neg Marron qui doivent chanter ce titre. Eux aussi, ils savent même pas, grâce à eux. En fait, ils n'ont pas kiffé le titre, ils sont pas venus. Mais on se retrouve en studio, on ne sait pas quoi faire en studio. Le mec qui fait la compile me dit, écoute, tu vas chanter, tu vas écrire le titre. Je fais, ah, mais non, j'écris pas. Moi, le seul truc que j'ai écrit, c'était à l'âge de 14 ans pour un mec aux Antilles, j'étais amoureuse. Je ne sais pas écrire, je fais des chœurs, je fais des arrangements vocaux, mais je n'écris pas. Je fais pas de mélodie, pas de texte, pas de... Si, on croit en toi. Eux On aussi, croit quand en toi. même. Ouais, eux aussi quand même, mince. Willy Salcedo, voilà, parce qu'il faut quand même... Je me rends compte que oui, c'est grâce à lui aussi. Et de là, je pars avec le titre et j'écris Lova Girl. En plus, j'ai un chagrin d'amour. Donc, j'ai de quoi écrire. Pardonner, c'est pas mauvais, surtout là où t'es amoureux. Ça veut dire, c'était un créole très francisé. Pardonner, ce n'est pas mauvais. Surtout lorsque tu n'as été pas amoureux, tu peux pardonner vu que tu as aimé. Tu peux pardonner. Rappelle-toi ces moments que nous avons passés. Nous étions à deux, on se levait. Oh, bref, voilà quoi. Et j'écris cette chanson-là. Et on cherche un duo, parce que c'est duo du soleil. Et la personne à qui je demande, elle me dit non. Bon, parce que justement, on avait ce petit truc. Et Tu donnes le nom ou pas? ouais, il va être content puisque je donne son nom parce qu'il me dit ouais, on dirait que je n'ai même pas existé dans cette histoire. Vakeisha, en fait, on est sortis ensemble. C'est la première fois de ma vie que je dis ça. Ok. C'est trop marrant. Et en fait, mais je lui avais fait un truc qu'il n'avait pas kiffé. J'avoue, c'était pas top. Et je lui ai dit de chanter sur le titre avec moi. Il me dit non, il veut pas. Donc la chanson, je parle de lui. Et il me dit non. Je fais OK. Et là, les producteurs, en fait, cherchent quelqu'un d'autre et ils me disent ah, Cosity, tu connais? Je fais il me connaît pas en tant que chanteuse, je crois que c'est même pas que je chante. Il avait déjà sorti son premier Ouais, disque il ou a pas? fait des trucs de fou avec Joey et tout. Bah ouais, le beau gosse et tout, on kiffe. Le beau gosse. Ouais, mais On t'aime et on te salue. ouais, il m'a fait des petites crasses lui, hein, mais bon bref. Mais ouais, non. Et en fait, on me dit, bah écoute, on va lui proposer. Donc lui, il vient en studio, je ne suis pas là. Donc il lui reste un petit 8. Il insère son truc dans le 8 qui reste, parce que tout le reste du morceau, je l'ai écrit. Et après, on se voit pour je ne sais trop quoi, de la promo. Il me fait oh, c'est toi qui chantes ça? Je savais même pas parce qu'on avait des amis en commun. Je fais ah ouais. Et donc, on se retrouve à faire quelques dates vite fait ensemble. Voilà, parce que bon, il y a eu un gros n'importe quoi. Pas très sympa. Justement, ces petites crasses, on va en revenir. Lincha, on parle des années 2000. Ouais. Ok, tu trouves ta place, tu trouves ton style. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. À l'époque, il n'y a que toi. Que moi. On est Winter. Non, c'est beaucoup après. En fait, je suis à quelle période? Des fois, j'arrive même pas à me situer. J'étais tellement dans mon truc que j'oublie. Mais non, il y a beaucoup de personnes. À ce moment-là, il y a plein de chanteuses. Il y a Karine, il y a Wallen. Il y a, en 2004, c'est un peu plus tard, il y a Amel. Non, il y a plein de gens. On est beaucoup. Tu sors du lot parce que toi, tu as un mélange de hip-hop, d'R&B. Tu touches tout le monde, en fait. Ça, c'est vrai qu'en faisant des chœurs un peu partout pour plein de styles différents, ça m'apporte un petit truc. Et il y a ce côté inspiration américaine. Ouais. Et pour toi, elle ne parle pas un mot anglais. Et surtout, dans ce milieu, c'était les débuts, enfin même si ça avait commencé, mais l'émergence du rap et de tout ce mouvement, Passy, les Neg Marron, les et puis NTM, surtout, etc. l'émergence de mettre de la musique, du chant dans les refrains. C'était le début de ça, par contre, parce que c'était très rap. Mais à un moment donné, comme les Quinry l'ont fait, les Français, forcément, nous, on est influencés par ça, de mettre des mélodies chantées au niveau des refrains par des filles. Pour tous ceux qui nous écoutent, j'aimerais que tu nous dises, que tu nous racontes, peut-être que à ton tour d'être coach, là, comment as-tu réussi à faire ta place dans ce milieu où Passy t'a pris sous son aile, mais pas que lui, dans un milieu où c'était pas mal macho. Ouais, très masculin. On me pose souvent la question. Et toi, comment tu as réussi en tant que femme à te faire respecter? Et surtout, quand on voit tous les duos que tu as fait, c'est énorme, la liste, elle est trop longue. Alors, il y a plusieurs choses, je pense. Au moment où Passy me signe, je suis en couple. Le fait d'être en couple, ça aide. Ça protège parce qu'on sait, elle est avec quelqu'un, déjà. Et comme en plus la personne avec qui je suis chante aussi et vient souvent en studio avec moi, ça aide. Deuxième chose, tu vois, je te le dis, je ne m'étais jamais posé la question et regarde, c'est sorti. Merci Dédi. Deuxième chose, j'ai eu la chance d'avoir des gars super respectueux, avec une superbe éducation.
Ça change tout, tu vois. Mais à l'époque, on parle comme des vieilles, c'est pas possible. C'est vrai que le milieu du rap, de R&B, etc., de ces années-là, a bien changé par rapport à aujourd'hui, où la femme, et j'en suis témoin parce que j'ai évolué aussi dans cet univers, on nous respectait vraiment. On était des femmes qui dansions, etc. On pouvait traverser la nuit Paris. Il n'y avait pas tout ce manque de respect et l'image de la femme. On n'était pas aussi sexy, on était fresh, mais pas. Toi, tu étais très féminine. Les codes ont changé. Alors moi, par contre, pour le coup, je n'ai jamais eu de problème avec cette féminité-là et je l'assumais. Pourtant, tu vois, je venais de l'église. Excuse-moi. J'ai toujours trouvé que même dans mon sexy, ça restait classe. Moi, j'ai pas de problème avec le corps, la nudité, tout ça, mais il faut que ce soit beau, il faut que ce soit classe, il faut que ce soit, je vais pas dire pur parce qu'on va me dire, elle est sérieuse, mais il y a un truc, en fait, ta façon de faire, parce que même ce que tu portes, si tu as une façon de faire les choses, une gestuelle, ce sera pas pareil. Le même vêtement porté par deux personnes. Tu vois ce que je veux te dire? Donc moi, pour le coup, c'était important, moi, alors, est-ce que c'était les stigmates, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais tu vois, ce qui me restait de l'église. Donc déjà, c'est vrai que pendant longtemps, ma façon de m'habiller, je faisais attention, mes textes, c'était important pour moi parce que j'avais cette impression-là de, oh Dieu, merde, qu'est-ce qu'il va dire? C'est chaud, tu vois. Et puis par contre, je t'avouerais qu'à des moments, je me rends compte qu'on m'a fait faire des choses que j'aurais pas forcément fait. Je les aurais pas forcément faites, en fait, ces choses. Mais t'es tellement dans le truc, tu fais. Comme quoi, tu nous en parles? Ouais, on m'a fait poser, je comprenais pas, je dis, mais à quoi ça sert? Je vois même pas l'utilité, je chante. J'ai posé dans le magazine FHM. Ok. Ça servait à quoi? Mais tu sais, t'as 20 ans, ta maison de disques, enfin, c'était même pas ma maison de disques, j'étais pas encore chez Warner. Mais il y a quelqu'un dans notre structure qui dit qu'il faut faire ça pour vendre, tu te poses pas de questions, tu le fais. Même si au fond de toi, tu dis... En fait, j'étais tellement jeune, tu fais les choses. Et je te dis, bon, à quoi ça sert? Bon, après, les gens, bon... Heureusement qu'on n'était pas... C'est pas cette époque-là. Parce qu'avec les réseaux, tout ce que les gens pensaient serait venu jusqu'à moi. Mais j'aurais pris des grosses claques. Ouais. Mais là, en fait, on était super protégés aussi en ce temps-là. Moi, mon manager de toujours, donc Guylaine Cléry, ma structure... Donc, tout ne venait pas à toi, en fait. Mais c'est vrai que, ouais, il y a des petites... c'est des erreurs de parcours, mais bon, après, ça t'apprend, hein. Mais ouais, ça, je l'aurais pas fait. Ça sert à rien. Et c'est Crass, bien connu dans le milieu de la musique et pas que. Comment tu les as vécus à cette époque? Est-ce que ça t'a donné de la force? Est-ce que ça t'a blessé? Tu sais que je l'ai même pas su tout de suite, j'ai su après. Par exemple, on signe un contrat. Moi, je suis auteur-compositeur. On met juste auteur. Le côté composition, je l'ai pas. Donc pourtant, tu fais ta mélodie. C'est toi qui crée ta mélodie, t'es compositeur. On me donne pas cette part-là. Il y a une avance. J'apprends 1000 ans après qu'il y a une avance. J'ai pas touché un centime. Justement, ce titre, par exemple, au Vagueur, j'ai pas touché une royauté dessus. J'ai rien touché. Ce titre, j'ai rien touché. Un peu de SACEM, parce que je fais partie. Alors que, tu te rappelles, j'arrive en studio, j'écris toute ma mélodie, j'écris tout mon texte. Eh ben non. Tu vois? Et ça, je l'ai su après. Et ça, je me suis dit, waouh. Pour moi, j'avais plus l'impression, je suis votre petite sœur, je suis noire comme vous. On se bat, tu vois, dans ce milieu, on se bat, parce qu'on va dire est-ce que c'est parce que au jour tu es d'aujourd'hui, femme? J'étais femme et j'étais jeune surtout. J'étais super naïve. Et j'avais pas encore mon crew en ce temps-là. Et au jour d'aujourd'hui, au niveau du racisme, je trouve qu'on le sent beaucoup moins dans ce milieu, mais à un moment donné, il était vraiment quand même présent. Ce qui fait que tu dis, tu es dans ta communauté, protégez-moi. Et d'avoir su que par la suite, il y a eu un contrat, vous avez pris l'avance, vous m'avez rien donné. C'est pas sympa. J'étais une gamine de 19 ans, je vivais seule chez moi. J'ai mon loyer à payer, les gars. Tu sais, des crasses comme ça, où il y a une scène, t'apprends qu'en fait, qu'il y avait, je sais pas, je dis n'importe quoi, 10 000 francs voilà, à se partager, on te donne 2 000 euros, enfin 2 000 francs. Les gars, c'est pas sympa. Des trucs comme ça, mais je l'ai su après, je l'ai su longtemps après. Après, tu parles de crew, ton groupe. Ouais. C'est important de bien s'entourer. Vraiment. Raconte-nous. Pour le coup, moi, je me rappelle, je ne voulais pas de manager homme. Les histoires qu'on connaît, le mec, à un moment donné, il va te draguer, tu vas sortir avec. Il n'en était pas question pour moi d'avoir un manager homme. Et quand j'évoluais avec Passy, je le voyais avec son manager. Elle était top. J'avais tellement envie de travailler avec elle. Ça date de tellement longtemps, je ne me rappelle plus de son nom, alors que je l'adorais, cette dame. Et donc, je voulais un manager femme et plus âgé que moi. Tu vois, il y a une vraie différence d'âge pour qu'elle ait cette maturité. Enfin, c'est comme ça que moi, je voyais les choses. Une maman.
Ou un peu peut-être, hein, tu vois. Bah, tu me le dis, j'ai jamais fait attention à ça peut-être, en fait. Et pour le coup, en travaillant avec Keisha, parce qu'on a commencé à faire des duos, plein de trucs ensemble, donc j'ai évolué avec lui, donc il m'emmenait sur ses scènes, on a partagé des scènes ensemble, fait des albums, enfin des compilations et autres. Donc il y avait son manager, qui était donc Guylaine Cléry. Et j'ai dit, je veux qu'elle soit mon manager aussi, tu vois. Je la voyais comment, je voyais comment elle le protégeait. Elle avait l'air tellement loyale. Elle était tellement douce avec lui, mais en même temps tellement ferme à l'extérieur avec les autres. C'était hallucinant de voir ce. Et j'avais une totale confiance en elle et j'aimais ce côté toujours positif qu'elle avait, tu sais. Toujours souriante, toujours positive, toujours à. Ouais. Et voilà. Et je me Et suis dit, vous vous êtes jamais ouais, quittés. je me suis dit, je veux travailler avec elle. Et voilà, ça a été mon manager dès le début de ma carrière pratiquement, puis jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Raconte-nous la rencontre avec Passy qui t'a réellement pris sous son aile. Bah écoute, grâce à Keisha. Donc tu vois, Keisha est appelée pour faire une instrumentale, enfin deux morceaux sur l'album de Passy, l'album Genèse. Et il m'emmène directement avec lui, il dit, j'ai ma choriste qui fait les chœurs. Tu sais, il m'impose quelque part, Ok. tu vois, donc la confiance déjà. Passy, je pose sur un de ses titres, il a kiffé. Il a entendu parler de Lova Girl aussi, il a dit, donc elle a un potentiel en solo, tu vois. Et il décide de me signer. Donc je fais un titre qui s'appelle Ma musique avec lui. Et voilà, il décide de me signer. En parallèle, il y a Lady Lesty aussi, qui a entendu Lova Girl, qui kiffe Lova Girl. Donc tu vois, même si tout s'est pas passé comme je l'aurais souhaité pour Lova Girl, il fallait que je le fasse, ce titre. Et même si, ok, il n'y a pas eu les royautés, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça. Mais regarde toutes les portes que ça m'a ouvertes. Et puis, grâce à ce titre, j'ai tourné, en ce temps-là, tu tournais avec un titre. J'ai tourné pendant 2-3 ans avec un titre. Un titre. Martinique, Guadeloupe, Guyane, toutes les boîtes en France, afro-caribéennes. J'ai fait. Non, j'avais pas encore fait l'Afrique par contre. Mais j'ai fait aussi les pays limitrophes de la France et j'ai fait aussi le Canada grâce à un titre. Un titre. Ouais. Et arrive le succès avec Dédi en 2004, Hommes et femmes. C'est vertigineux. Donc c'est vrai que grâce à Passy, déjà, on fait Dealer de Zouk, où il y a le titre Marival. Ouais. Donc Marival, ça par contre, des tournées. On a eu 2 ans de tournée par rapport à Marival. Donc là, voilà, tu prends conscience de la scène. T'es un partout en radio. On a été numéro 2 des ventes pendant je sais pas combien de temps. Et tu vas partout. Alors là, pour le coup, l'Afrique, que ce soit le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, tu vas partout. Et puis surtout, tu fais plein de télé. C'est ça le truc. Tous les plateaux M6, tu fais. Ouais. Là, tu deviens l'Incha, Ouais. l'artiste Ouais. connue, reconnue, qui gagne bien sa vie, Ouais. qui brille, qui est lumineuse. Ouais. T'es heureuse à ce moment-là? C'est marrant ta question. Je fais ce que j'aime en tout cas. Est-ce que je suis heureuse? Bonne question. Je suis heureuse sur scène, ça c'est sûr. J'essaye de voir comment est ma vie à ce moment-là. Ma vie personnelle est un peu compliquée. Mais non, mais je suis contente de ce que je fais. Ouais, On si. te reconnaît dans la rue, t'es invité à la télé. Bon, ça par contre, c'est pas. Alors franchement, la reconnaissance, oui. La notoriété, non. Ça t'intéresse pas? Non. Parce que pour le coup, tu as vu cette nouvelle vague, cette nouvelle génération. Et j'ai vu l'interview que tu as faite avec Didier, Joe Star. Et en fait, il y a des gens, je crois qu'ils le disaient, qui font ce métier juste, pas parce qu'ils aiment ce métier, mais qui ont envie d'être connus, reconnus, la célébrité. Parce que souvent, la nouvelle génération, tu dis, tu veux faire quoi plus tard? Je veux être connue. C'est pas un métier, tu vois. Et je t'avouerais que j'ai jamais fait ce métier-là pour ça. Parce que j'aimais chanter, parce que je trouvais que c'est quelque chose que je savais faire. Et longtemps, je me suis dit, c'est la seule chose que je sais faire. Longtemps, je me suis dit ça. Et en fait, non, Dieu merci. Et donc, si tu veux, moi, la musique, c'est venu à moi. C'est pas moi qui ai cherché à être chanteuse. Donc, cette notoriété, j'en ai pas spécialement voulu. Surtout qu'à des moments, c'était chiant. Tu vois, il y a des moments où, ouais, c'était chiant. Exigeant. Ouais, il fallait toujours être... toujours bien. Beaucoup de Bon, travail. après, je suis quelqu'un, je suis coquette. Donc, voilà. Mais, si tu veux, il y a des moments où c'est pas ça. T'es dans ton truc, t'as tes problèmes, t'as ton truc. Et en fait, les gens pensent que tu leur appartiens. Et ils sont exigeants. Tu vois, et ça, je comprenais pas. Ça, j'ai eu un peu de mal avec ça à un moment. Et par rapport aussi à ma vie privée, c'était chiant. Mais ça fait partie. Tout simplement, passer mon permis. C'était une galère de passer mon permis. Pourquoi? À l'auto-école, c'était compliqué. Passer mon permis. Et j'avais bien de passer mon permis parce qu'en ce temps-là, je prenais que des taxis. Au bout d'un moment, ça commençait à chiffrer. Tu vois, et je me dis, non, il faut que je passe mon permis. Puis je veux cette liberté-là. Et c'était compliqué en auto-école. Tu vois.
Donc voilà. Mais ça fait partie du jeu, attention. Hein. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, tu sais, quand t'es artiste, à un moment donné, on ne te reconnaît plus, tu te poses des questions. C'est ça qui est vertigineux Ouais, également, c'est ouais, quand on s'habitue au succès. ouais. Moi, ce succès, hommes et femmes, Oui. c'est absolument incroyable. Raconte-moi. Bah, c'est surtout un disque d'or, tu sais, le truc, jamais dans ta vie tu penses que tu vas avoir un disque d'or. Et c'est fort parce que, bon, c'est pas un titre, c'est pas le titre préféré de mon album, bien au contraire. Et je me rappelle que ce titre, il se fait un peu par hasard, donc c'est Dédi qui le propose, parce que je sais aussi que faire un titre, parce que, ok, mon mec et moi, on travaille ensemble sur mon album, il m'aide sur les mélos, et il fait des chœurs, mais là, c'est pas pareil, c'est on partage un titre ensemble. C'est pas Hmm. pareil, c'est compliqué. Et puis ça commençait déjà un petit peu à vaciller entre nous, mais le titre il sort enfin c'est pas même pas le titre il sort, c'est que les radios choisissent le titre. C'est pas celui-là qu'on compte sortir, Et mais les télés, le clip, je m'en tout le souviens monde, le clip était encore. sympa. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, puis ça touche tout le monde parce que pour le coup, donc Numéro 1 au top 50. ouais, Est-ce que ouais. vous connaissez le top 50? Et pour le coup, Des semaines et des semaines. ouais, pour le coup, le titre c'est lui qui le propose. Donc il trouve la mélodie, il trouve le thème, Ok. mais je l'écris avec Jams. Donc Ok. c'était super collaboration, c'était sympa. Tu Puis l'écris c'était avec facile. Diams. Non, mais c'était Ouais. sympa. Non, mais c'est-à-dire qu'elle a travaillé avec tout le monde. C'était Non, sympa avec mais tu sais, Diams. en- Si, 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 tu es très modeste. non, mais en ce temps-là, en plus, on se pose pas la question qui est qui, c'est juste le feeling des gens. Et Hmm. Jams, on a fait plein de dates ensemble, en fait, avant ça, parce que je travaillais avec Lady Leslie travaillait avec Jams, donc on s'était croisés plein de fois. Et puis, on était jeunes ensemble, tu te dis, ah, c'est un tel, un tel. Mais Hmm. même moi, quand je suis avec Passy, je me rends pas compte du monument que c'est, tu vois. C'est ça qui est Hmm. fort. Bon, ah, Passy, oh, c'est gentil, merci. Tu sais, t'arrives, voilà. Est-ce qu'à un moment, tu as pris la grosse tête? Je pense pas. Je sais pas, faudrait demander à mes copines. Enfin, moi, mes amis sont les mêmes depuis plus de 20 ans. Je pense qu'elle me l'aurait dit. Je pense pas. Je sais pas. Tu parles de Diams. Ouais. Tu parles de Lady Lusty, qu'on Ouais. a tant aimé, qu'on aime encore. Diams, on sait qu'elle a arrêté. Mhm. Je Lady la comprends. Lusty, Je la comprends beaucoup. elle a arrêté. Lady Lusty aussi. Elle n'a pas arrêté, mais comme elle s'est focus sur sa foi et elle chante pour Dieu. Donc, elle continue à rapper, mais ses textes sont des textes de foi, de messages, de partage, et voilà. Comme c'est Donc, elle n'a pas intéressant, arrêté. comme c'est intéressant de voir que Diams aussi, elle est dans la foi. Et ouais, Mm. j'avais pas fait le lien. Et toutes ces femmes chanteuses, toi, tu es là encore. On va parler de toute ton actualité. Ton actualité, elle est époustouflante. Tu lances des lignes de vêtements. On va en parler. J'ai l'impression que être une femme dans ce milieu et résister, persister, quand on voit ce qu'est devenu Diams ou Lady Lusty et d'autres, Ophélie Winter, c'est compliqué. Quel conseil tu donnerais aux femmes qui veulent devenir chanteuses, qui veulent se lancer pour continuer? Mais je parle des femmes, je pense à Stromae aussi, qui fait son retour. Quel est le danger, en fait, dans ce milieu artistique? Je sais même pas comment répondre à ta question parce que pour le coup, comme dans toute carrière, mais encore plus dans la musique, c'est un métier qui est fluctuant. C'est un métier qui est... rien n'est sûr. Quand tu choisis de faire un métier artistique, franchement, j'avouerais que lorsque j'ai commencé, comme tout a démarré assez rapidement, Passy, Up Music chez Warner, enfin, tout a été très vite, tu penses même pas que ça peut se terminer. Pour toi, tu es là, voilà, tu passes en télé, tu es numéro 1, à un moment donné, numéro 2, ou je sais pas quoi, enfin, voilà, tu te poses pas de questions, soit ça va durer. Mais ce métier, il est... Waouh. C'est une vraie claque, c'est un vrai truc, c'est une vraie pression. Parce que quand tu ne vends pas, mais ta maison de disque, c'est pas ton ami. C'est du business. T'es un produit, c'est du business. Toi, tes thèmes que tu choisis, tes ceci, cela, c'est ton cœur, c'est ta passion, c'est un bout de toi, c'est ta vie, c'est ton truc. Mais les gens, et ce qui est normal, c'est du business, t'es là pour faire du chiffre. Donc quand tu fais plus de chiffres, bye bye, c'est tout. Alors quand t'as eu un bon feeling avec les gens, le bye bye est moins brutal, mais c'est bye bye quand même, tu vois. Donc moi, je pense que quand tu choisis de faire ce métier-là, il faut que tu en aies conscience. Et il faut que tu sois ancré et que tu sois bien entouré parce que tu peux perdre très vite pied. La plupart des artistes perdent pied à un moment donné et tu passes par... Parce que dans ce métier, il y a une voire des traversées du désert. C'est comme ça.
Et si t'es pas bien entouré, y a beaucoup d'artistes qui finissent mal. Parce que ce métier-là, il te bouffe. Il te bouffe, tu vois. Le truc qui se passe, c'est quand c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Même si ça fonctionne pas comme avant, tu continues. Tu continues. Tu lâches pas. Et c'est ton groupe, ton crew, qui t'a aidé à continuer. C'était qui ce groupe? C'était qui? C'est l'équipe de Passy? C'est qui? Même pas, puisqu'en fait, Passy, on a fait un album ensemble ou deux. Mais après, non, j'ai travaillé avec plusieurs. Mon crew, c'est mon manager et moi, en fait. En vrai. Le vrai crew, c'est ça, tu vois. Et après, tu as différents, comment dirais-je, compositeurs avec qui tu travailles. Keisha n'a jamais été loin. Donc, tu continues. Donc, c'est vrai que moi, après Warner, pendant Warner déjà, c'était important pour moi de... Moi, j'ai toujours eu ces deux casquettes-là, même si tout le monde ne le sait pas en même temps, mais j'ai toujours eu cette casquette R&B et caribéenne, toujours. Et c'est ce qui me définit le mieux, tu vois. Mais c'est ce zouk, ce que j'appelle zouk R&B. Aujourd'hui, on va l'appeler, je sais pas, pop urbaine ou ce que tu veux, j'en sais rien. Mais c'est toujours ce qui m'a défini. Et moi, pour le coup, dès Warner, j'avais déjà envie de faire ce style musical-là. Et ça collait pas avec Warner. Donc, pour le coup, quand mon contrat s'est terminé, au bout de 7 ans, j'ai été vers des, comment dirais-je, des maisons de disques qui pouvaient le faire. Et c'est là que je me suis sentie le plus libre dans ma musique. Cet album qui s'appelle Il et moi, pour moi, c'est mon meilleur album. C'est celui qui me ressemble le mieux. Je me souviens très bien de sa couverture, où tu fais émaner justement ton identité, j'allais dire africaine. Tu n'es pas africaine, mais où tu es avec je suis africaine d'origine, ouais, avec des influences, mais avec ce collier rouge. Ah, tu vois comme je connais ton travail. Et tu es de profil, les cheveux courts. Et je dis juste souvent, divin. Merci. Et pour moi, en fait, je crois que je me suis dévoilée aux gens. C'est pour ça que il y a une mise à nu, justement, sur cet album. C'est que je me suis dévoilée aux gens à ce moment-là parce qu'il y avait une pression, mais pas la même. Il n'y avait personne pour me porter, comme Passy, par exemple, pour les textes, pour tout. C'était moi. C'était trouver sa place. Et justement, quand tu nous racontes qu'on t'avait dit de poser pour ce magazine, mais c'était pas vraiment, ça correspondait pas à tes valeurs, cet album, il me semble que ça a été vraiment toi, être authentique. Pour moi, justement, en plus, en interview, une fois, quelqu'un m'avait dit, on ne sait pas qui tu es. C'est lisse. J'ai pas très bien pris. Mais en fait, ils avaient totalement raison. Mais parce que tu te cherches au départ. Le R&B n'existait pas. C'est pas une musique française, c'est une musique américaine. Donc, tu copies les Américains. Mais en même temps, tu avais amené un style. C'est même pas pour copier. Pour toi, c'est en toi, en fait. Tu as tellement regardé ça que pour toi, c'est en toi. C'est même pas du copiage. Mais arrivé en France, en fait, on se dit, mais t'es française, pourquoi tu prends une quinte pour une quinte, tu vois. Et ça a été mal vu pour certains. Je l'ai su longtemps après. Alors que pour moi, je suis authentique. Parce que pour moi, ça faisait partie de moi. Ça a été mal vu et c'est pourtant ce qui t'a amené au succès. Entre filles, toutes ces filles-là, Lady Lusty, Diams, etc., vous étiez plutôt rivales ou copines? Non, non. C'était de l'entraide. Non, mais en plus, j'ai eu de la chance vraiment de travailler avec des personnes avec un très bon fond, une bonne éducation, avec des vraies valeurs. Par exemple, j'ai eu l'occasion de travailler juste avant l'album, donc Il et moi, donc l'album d'avant, c'était Elle et moi, qui introduisait Il et moi, avec Zao. Mais une rencontre, mais vous savez même pas. Magnifique. Elle a écrit 4 titres pour moi, je crois, sur cet album. Un des titres fait partie de mes titres préférés de ma carrière, donc le Si seulement. Et non, en fait, avec ces femmes-là, il n'y a pas de rivalité parce que c'est des femmes qui savent ce qu'elles valent et qui sont dans le partage. Mais vraiment. Donc, on ne parlait pas encore en ce temps-là de sororité, mais ces femmes, elles étaient déjà dans ça. Tu vois, donc il n'y avait pas de rivalité. Franchement, j'ai eu la chance de rencontrer de très bonnes et belles personnes. Mais vraiment. Et pour le coup, comme tu le disais, sur l'album, donc Il et moi, j'ai pu faire donc Il et moi donc comme une île, comme toutes les îles. Et moi, parce que voilà, c'était mes thèmes, c'était mes textes, c'était mes mélodies, c'était mon visuel. Je veux dire, ce visuel-là, j'ai eu la chance depuis, je crois que ça fait, il faut faire le calcul, mais plus de 20 ans. Premier pays d'Afrique que je visite, c'est la Côte d'Ivoire. Je tombe amoureuse de la Côte d'Ivoire, c'est un truc de dingue. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire me le rend bien. Et je voyais, sur les marchés artisanaux, il y a des statuettes. Et c'est des femmes fortes, tu sais, des femmes qui vont dans les champs, des femmes qui portent leurs enfants, qui élèvent leurs enfants, qui ont leurs enfants dans le dos et qui vont faire le marché. Et sur ces statuettes-là, je les adore. Et en fait, justement, c'est cette statuette que j'ai voulu représenter sur la pochette de cet album. C'est cette statuette de profil, et avec ce gros collier. Mais bref, tout ça pour te dire qu'il fallait tout ce chemin. De toute façon, il le fallait. Il fallait Et quel beau chemin!
parsemé de succès. Et parsemé d'embûches aussi, tu vois. Mais il le fallait. Il le fallait. Et je pense que par contre, j'ai gagné en maturité à cette période-là. Et je suis devenue un peu... Je me pensais pas... Je pense pas avoir eu la grosse tête, tu vois. Mais je pense que cette claque, il me la fallait un petit peu. Et tu es devenue une femme entrepreneuse. Tu as créé ta boîte de production Lynch Prod. Tu as lancé ta ligne Femme Forte. Ouais, en mode FF. En mode FM. Pendant ce confinement-là. Pendant ce confinement-là qui nous a donné une grosse claque et nous a fait nous dire rien n'est acquis. Et que faut savoir retrousser ses manches. Et c'est là, tu vois, on parlait tout à l'heure, je me disais que pendant longtemps, j'ai cru que je savais juste chanter. Et en fait, je me suis rendu compte que ce métier a fait que non. Le fait, déjà, tu es commercial de toi-même, tu es ton propre produit, tu apprends à te vendre, tu apprends à te défendre. Bien évidemment, tu écris, mais l'image. Le fait d'avoir été chez Warner et d'avoir toujours eu de super beaux clips, après, tu te retrouves dans un petit label où il n'y a pas du tout les mêmes moyens. Mais tu veux garder cette image et tu l'as aimé, cette image. Et là, j'ai la chance de mon collaborateur de Toujours Lobo. Non. On veut des clips de la même qualité, mais on se retrousse les manches. Donc, tu es là, tu fais les lumières, tu pars faire un clip. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Ma mère, elle tenait le truc pour les lumières pendant un moment dans ce clip. Je me maquille toute seule, tu conduis, tu fais tout. Et c'est là que... tes clips sont d'un esthétisme. Tu es une esthète, on le sait. Et tu parles beaucoup en parlant des personnes, d'être bien élevées, les valeurs. Tu es extrêmement exigeante. L'éducation, le respect, ça compte énormément pour moi. C'est très, très important. Et on vient... Ça nous introduit d'une façon divine la réalisation de 2 projets. Le court-métrage Avenir prometteur. Stop l'incivisme, tu vois. Tout ce que tu fais, ça a toujours du sens. C'est présenté au lancement de la campagne mondiale des Nations Unies de la sécurité routière en mars à Bouaké, en Côte d'Ivoire. Le clip prend garde avec une chorale d'enfants d'Abidjan. C'est juste superbe. C'est sensible, c'est beau. Ça concerne la sensibilisation à la sécurité routière. Tu as besoin de mettre du sens toujours, toi. Encore plus maintenant. Encore plus parce que je suis une maman d'un petit garçon de 10 ans. Et c'est vrai que c'était important pour moi de... Je pense que l'éducation religieuse, il y a pour beaucoup, mais faire pour faire, c'est pas possible. Tu vois, au bout d'un moment, on se perd. Et on se sent creux, tu vois, pour le coup. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai eu besoin de ça parce que je me perdais. Je me perdais de zéro. Et pour le coup, ça m'a redonné vie, le fait de donner du sens à tout ce que je fais. Et je pense qu'après, c'est des étapes de vie. Et certes, la musique, c'est quelque chose qui apporte du divertissement. Mais comme je l'ai dit, la musique, c'est ma meilleure amie. Donc, je sais que la musique, ça peut consoler, ça peut aider. Donc, quand tu fais un titre comme Elle prie, elle crie, qui a un écho sublime, que tu comprends même pas parce que tu racontes juste une partie de ta vie et tu te dis, j'ai vécu ça. Et que les gens disent, waouh, merci de le partager avec nous. On l'a vécu aussi et on peut s'en sortir. Ça prend du sens et tu te dis, mince, il faut que tout ce que je fasse ait du sens pour, si ça peut même parler à 1, 2, 3 personnes, c'est suffisant, tu vois. Et tu fais des chansons pour divertir, mais quand tu fais des chansons qui touchent, qui apportent, tu sais, tu dis, mince, je sers à quelque chose quand même, tu vois. Et je sais que Te désaimer a aussi beaucoup parlé. On passe par là par des déceptions. Te désaimer qui est d'un esthétisme incroyable. Merci. Donc justement, parce que quand on vous voit, les artistes, on se dit, mais tout est facile. Elle est là, dans son clip, elle est belle, avec son t-shirt blanc, dans cette salle divine, etc. Lincha, raconte-nous en détail, en tant qu'artiste, en tant que chanteuse, quand tu es en indépendante, tout ce que tu dois organiser en mode FF, entrepreneuse. Pour tous ceux qui veulent chanter, tourner un clip, le balancer sur YouTube et faire de l'audience, parce que les choses ont changé, à quoi il faut penser? Tu sais qu'auparavant, c'est des choses que tu n'aurais même pas pu exprimer parce qu'il faut laisser ce côté strass et paillettes et que tout est beau. Alors que maintenant, on peut en parler. Non, tu es en indépendant, donc tu fais tout. C'est toi qui passes tous les coups de fil, c'est toi qui emmène tout le staff en voiture, c'est toi qui... Tu gères. Moi, j'ai la chance, par exemple, pour ce clip où tu m'as prêté ta magnifique salle, tu vois. Ouais, tu dois demander. Moi, c'est un truc que je déteste, demander, être redevable. Mais en fait, non, la vie, c'est ça. Des fois, tu as besoin des autres. Et il faut demander. Et puis, ça fait plaisir aussi de participer à des projets. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est pour tourner un clip, par exemple.
les gens n'ont aucune idée de ce Du qu'il y a temps. derrière. C'est du Déjà, tu as le réalisateur, ok, ouais. mais quoi d'autre? Bah, déjà, bon, trouver les lieux, trouver toute ton équipe. Il faut la trouver, ton équipe. Une équipe qui va jouer le jeu parce que les finances ne sont pas les mêmes qu'auparavant. Mais pourtant, on te dit, mais si, Céline Cha fait des clips comme ça, nanana. Donc là, tu n'es là. Mais non, tout n'est pas là, surtout quand tu dois tout payer toi-même, ou en tout cas une grande partie. Donc, mais ça forge. Ça forge. Et en plus, quand tu sais ce que tu veux, des fois, c'est mal vu en tant que femme. On te trouve un petit peu trop autoritaire. Mais ça fait longtemps que tu es là. Donc, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas, tu sais ce qui te va, tu sais ce qui ne te va pas. Au bout d'un moment, tu vois. Femme forte et féminine. Et, C'est difficile de garder sa féminité quand on est une femme forte. mais encore une fois, j'ai la chance, tu vois, d'avoir des équipes qui jouent le jeu pour certaines choses, tu vois, où des fois, on n'a pas les moyens d'eux. Mon dernier clip adorable, Adama Paris qui m'a prêté son lieu. Tu vois, c'est ça encore, les femmes. Tu sais, cette entraide qu'on a quand même. Et je sais pas si on l'avait autant auparavant, ou peut-être qu'on n'en parlait pas. Tu vois. Je pense qu'il y a un Et t'es là, t'es derrière aussi l'écran, tu fais le montage, tu fais le découpage et tu passes des heures, des jours. Parce qu'il faut pas croire, un clip, c'est des jours. Et puis des fois, t'arrives à toucher le public parce que le thème que tu as abordé fait que tout le monde se sent concerné et que tu parles aux autres, les gens te disent carrément... par exemple, le clip Te désaimer, c'est pour ce titre que j'ai eu le plus de retombées au niveau du partage, des messages et de voir... Les gens me disent, mais c'est mon histoire, comment t'as fait? On dirait que t'es rentré dans mon cœur, t'es rentré dans ma tête, tu parles de moi. Et ça, c'est les petites reconnaissances des fois qu'on a qui sont pas forcément financières, tu vois, mais de savoir que tu as pu aider, tout simplement. aider. Et que tu as été comprise. Sens. Tu aimes l'Afrique et l'Afrique te le rend bien. On vient d'évoquer ton travail de court-métrage et d'implication dans pas mal d'associations. Tu y organises également des masterclass. C'est pour bientôt, en fait. Là, c'est carrément... j'en parle. Moi, j'aime pas parler quand les projets ne sont pas terminés, mais il est... Voilà, c'est parce que c'est avec toi. En 2 mots. En 2 mots, c'est de la transmission. Beaucoup de jeunes filles n'ont pas encore accès comme elles le pourraient à l'éducation parce que ça coûte de l'argent, parce que toutes les familles ne sont pas capables d'offrir ce cadeau à leurs enfants. Et pour moi, l'éducation, c'est mon côté encore très féminine, mais l'éducation passe par la femme. Donc pour moi, une femme éduquée, une femme qui a un métier, pourra s'occuper de sa famille. Et donc voilà, donc je travaille sur ça, donc de la transmission, de la formation pour des jeunes femmes. Donc on va commencer par la Côte d'Ivoire, puisque je fais déjà beaucoup de choses avec la Côte d'Ivoire. Donc ça se met en place. Et puis après, j'espère que ce sera carrément itinérant un peu partout. Donc voilà. Et il y a un concert où je viendrai également. C'est le 26 décembre. Ça va être à méga top. Arena. L'événement s'appelle X-Max. Est-ce que je le prononce bien? Vibe? Je pense. Ouais. Je sais pas non plus. Raconte-nous. Alors là, c'est la bande. Alors moi, je kiffe parce que ça fait longtemps que j'avais pas participé à un concert comme celui-là. Auparavant, il y en avait beaucoup des concerts comme ça, au Zénith, à Bercy et autres, multi-artistes, où on mélangeait beaucoup de courants musicaux. Tu vois, j'en ai fait beaucoup des concerts comme ça, et j'adore ça. Et là, pour le coup, ça faisait longtemps, donc je sais qu'il y aura Keisha, je crois qu'il y aura Jean-Michel Rotin, il y aura Franglish, je crois qu'il y aura Monsieur Nov. Donc on mélange la musique afro, caribéenne, R&B. Ça va être un truc de fou. Ça, je le sais. C'est le genre de concert où tu pars de là-bas, t'es refaite, tu vois. En plus, un concert, tu sais, de fin d'année en mode Noël. Ça va être top, ça. Et je sais que tu bosses beaucoup, beaucoup, et qu'en 2025, tu prépares un nouvel album. Ouais, je travaille. Cette année, j'ai rien sorti. L'année n'est pas terminée, donc je me suis dit quand même, une année sans rien sortir, je vais essayer de sortir quelque chose quand même avant la fin d'année. Mais en fait, j'ai beaucoup travaillé donc sur justement le court-métrage de la sécurité routière. Ça m'a pris beaucoup de temps cette année. Je me suis rendu compte que j'avais pas envie de me... pourtant j'aime me diversifier, mais je veux pas m'éparpiller, donc je suis restée focus sur un truc bien précis et puis la musique maintenant, j'ai envie d'en faire quand j'ai envie d'en faire. Cette pression, il faut sortir quelque chose, je n'en veux plus. Je n'en veux vraiment plus. Je veux, lorsque j'ai quelque chose à dire, lorsque j'ai quelque chose à partager, je chante, voilà. Et Dieu merci, je peux me le permettre puisque je fais d'autres choses à côté. Plus de 20 ans de carrière, même plus encore. Même plus, hein. Et tu vois, on parle de 20 ans de carrière. J'étais cette semaine au concert de Singila, qui fêtait ses 20 ans de carrière. Et à un moment donné, il a dit un truc et ça a résonné en moi. Et quand on s'est vu en loge, je lui ai dit, je lui en ai parlé. Et c'est sa première vraie date, grande date à Paris. Tu vois, on fait beaucoup de showcases, beaucoup de trucs. Hors France, on fait beaucoup de choses. Je sais, puisqu'on a fait beaucoup de choses ensemble, Singila et moi, des grandes dates. Tu peux même chanter dans des stades. Mais c'est vrai que
pareillement, j'ai jamais fait de grande date à Paris, tu vois. Et je me suis dit, lorsqu'il a dit, j'avais peur de pas remplir. J'avais peur, on a cette pression-là, parce qu'on n'est pas tout le temps là, en fait. Surtout, on travaille beaucoup à l'étranger, parce que pendant un moment, notre musique, en fait, n'avait plus d'écho au niveau des médias. Et quand les médias ne te passent pas, on pense que tu n'existes plus. Et il a dit, j'avais peur. Et les gens lui ont dit, mais on est là, à tel point qu'il fait je fais sa promo, il fait un zénith le 11 avril, je crois. Et je pense que cette peur-là aussi, je la connais trop bien. Mais pas un jour, je vais y remédier. Je pense qu'il est important qu'un Olympia arrive aussi, un de ces 4. Voilà, je le dis en passant. Il arrivera. Inch'Allah. Lincha, que dirais-tu à la petite Sophie? Eh ben, je lui dirais que le chemin va être dur, très très dur, mais qu'il y aura de très belles choses à la clé de tout ça, de toutes ces difficultés. Merci Lincha pour ce merveilleux moment. On te retrouve le 26 octobre et le 20 décembre. À très bientôt. Bisous.